Plus de 55 millions d'internautes, il y a 86% de la population qui est sur Internet et qui visite des sites Internet. On a 32 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Google+, même si c'est très peu. Et on a 25 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux sur mobile. Voilà. Alors, je vais toujours insister sur les chiffres mobiles. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que maintenant Google également insiste sur le mobile. Parce que on est plus de la moitié des personnes qui consultent Internet sont sur le mobile. Maintenant, ça a dépassé depuis mi-2016. On est à plus de 51%, 53 je crois, actuellement. À 53% de personnes qui se connectent sur Internet depuis un mobile. Donc, ça veut dire instantanéité, localisation. Ça peut amener beaucoup de choses bénéfiques, en tout cas pour nous, commerçants ou les personnes qui ont besoin de visibilité sur Internet. Voilà, la répartition des visites par type d'écran, comme je vous le disais, on est à 52,3%. Donc là, c'est septembre 2016, donc c'est une étude qui est très récente. Comme je vous dis, ça a vraiment dépassé la visite depuis un ordinateur classique ou même depuis un ordinateur portable, puisque l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau maintenant est quasi à même pourcentage de visibilité. Ce qui veut dire que le responsive, parce que tout le monde sait ce qu'est le responsive, c'est donc la possibilité d'un site internet de s'adapter à chaque écran d'ordinateur, tablette, mobile. Et même par rapport aux écrans. Il faut savoir qu'il y a des écrans de 13 pouces, de 17, de 15. Et donc le responsive permet cela. On travaille surtout sur des blocs. Et les blocs vont s'agrandir, se rétrécir, se mettre les uns sous les autres pour s'adapter à la taille de l'écran et permettre vraiment une visibilité et on va dire une navigation le plus efficace possible, la plus simple. Voilà, donc là, ce qu'on disait, on regarde par rapport maintenant à la recherche locale. C'est en anglais, excusez-moi, mais par exemple, les utilisateurs de smartphones, ils sont 86% à faire des recherches locales, vraiment localisées, donc soit par nom de ville, soit par nom de région, par département, soit directement géolocalisées. Voilà, maintenant notre mobile, quand on l'a autorisé, elle est autorisée par défaut d'ailleurs, Google, si on a un Android par exemple, il sait exactement où vous êtes et les chemins que vous faites. Si vous allez dans votre compte Google, puisque quand on est sur Android, on a un compte Google, vous pouvez aller voir votre historique de navigation dans Google Maps. Et vous allez voir, depuis l'achat du téléphone, vous allez pouvoir retrouver chaque jour, chaque moment, les navigations que vous avez faites. Voilà. Si vous n'avez pas enlevé, c'est automatique. Il faut voir qu'iPhone fait pareil. Même iPhone, il y a quelques années, a eu un souci puisqu'il le faisait sans le dire. On ne pouvait pas accéder à ces données, elles étaient enregistrées sur le téléphone ou envoyées sur iCloud et elles étaient conservées. Voilà. Donc ça avait déjà été remonté et dénoncé. Voilà, donc on est à 86% à la maison, on est à 47% à l'école, au travail, on est 57% quand on est en train de faire du shopping, et on est 47% quand on va aller faire du shopping ou autre chose, quand on est sur la route, voilà, en cours d'activité. C'est étonnant les 4% de mecs qui arrivent à utiliser leur ordinateur perso ou de bureau pour aller shopping. Oui, je sais pas d'où ils les ont trouvés. 6%, 4%, oui, avec celui-là, c'est... Même on the go. Oui, après c'est des... Alors, il peut y avoir un pourcentage d'utilisateurs d'ordinateurs fixes qui peut être en fait considéré comme fixe, mais qui ne l'est pas. Voilà. Ça c'est le fameux... Est-ce que là, on n'est pas sur une utilisation professionnelle? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment sur une recherche locale. C'est uniquement les pourcentages de recherche locale par appareil. Donc là, après, il se peut... Le shopping, on ne dit pas que c'est physique. Ça peut être derrière son écran aussi. Oui, alors non, là, je pense que c'est quand même shopping physique. C'est l'action. En déplacement. Alors là, après, c'est 4 et 1%. Ça, alors je peux m'imaginer par exemple un camping-car, les ordinateurs, voilà, sur oui, ça peut être plein de choses, donc plutôt camping-car ou ordinateur de bureau dans une maison, voilà, ça peut... les itinérants, voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça, parce que bon, moi, ce qui m'intéresse toujours en tant que bon référenceur et commercial, c'est ces choses-là, parce que c'est sur cela qu'on va travailler, c'est cela qu'on va essayer de récupérer et qu'on va traiter et cibler grâce à l'outil Google que je vous présente tout à l'heure.
Donc là, bon, mais les choix de partenaires, c'est quand même cette grosse partie de personnes qui font des recherches locales en étant chez elles, c'est-à-dire qu'elles sont intéressées pour trouver un établissement local. Voilà. À côté de tout ce que l'on entend en disant Internet, Amazon, Cdiscount vont tuer les commerces locaux, voilà. Il y a quand même une partie qui peut être vraie, parce qu'effectivement, il y a des achats que l'on ne fera plus en magasin et en proximité, en magasin de proximité. Par contre, il y a encore des achats où on voit que les personnes sont vraiment intéressées pour avoir un achat local. Voilà. Et on voit maintenant, Google d'ailleurs le met très en avant, nous en tant que disait, on recherche vraiment à se mettre à jour sur ces problématiques. Et Google maintenant met en avant le fait du showrooming. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, c'est ce qui fait de plus en plus, c'est-à-dire c'est l'intérêt pour un futur acheteur d'aller visiter en magasin et d'aller voir un vêtement, un appareil électronique, de l'électroménager, de voir, de le tester, et ensuite d'aller chez lui et de faire cette recherche d'achat, et il va acheter le produit qu'il a vu en magasin. Alors certains magasins vont dire oui, mais c'est pas possible, on va donc montrer et utiliser notre local, nos charges, et puis derrière c'est pas nous qui vendons. Mais si, vous pouvez vendre. Il suffit juste d'avoir une relation entre votre localisation de magasin et la possibilité de vendre sur votre site. Pourquoi pas faciliter cette démarche. Voilà. Google est capable maintenant de suivre tout ça, de vous dire est-ce qu'une visite en magasin va être convertie par un acte d'achat. Voilà. On est capable de le tracer. Donc ça c'est important. Alors après c'est une stratégie mise en place, des coûts obligatoirement, mais ça permet aussi de limiter les achats sur internet et surtout faire la problématique, enlever cette problématique de dire oui, les gens viennent chez moi, magasin de jeans par exemple, ils viennent là, ils essayent, ils sortent de la salle de la pièce d'essai et puis ils s'en vont. Voilà. Et ils vont acheter sur internet, ailleurs. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'ils cherchent le moins cher, c'est toujours sur le net qu'on trouve le moins cher. Oui, mais ça peut être votre magasin qui vend le moins cher sur le net. Ça c'est plus dur. Il y a des plus gros que nous. Alors il y a toujours plus gros, mais comme on dit, c'est souvent la part de marché, la part de gâteau. Et les personnes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des cibles, et les cibles, souvent celles qui sont des cibles d'Amazon, de Cdiscount, d'autres ne sont pas les mêmes qu'un magasin de proximité ou d'un petit magasin avec une distribution différente, un service différent, une visibilité différente. Voilà. Il y a toujours moyen en compte de... On a toujours un créneau. Voilà, il y a toujours un créneau, heureusement. Surtout des produits différents qu'il faut associer. C'est ça, voilà, il faut se démarquer. Après, moi je dis souvent, quand les e-commerçants, voilà, parce qu'on travaille surtout sur l'e-commerce, quand ils viennent nous voir, ils nous demandent, voilà, on veut lancer un site internet, on veut vendre. Comment je vais faire pour vendre mieux? Je dis déjà, qu'est-ce que vous vendez et quelle cible vous avez visée? C'est-à-dire quelle valeur ajoutée vous allez donner à une certaine partie des visiteurs sur internet. Voilà. Il faut savoir que si j'ai une personne qui est venue me voir qui m'a dit je veux aller acheter des t-shirts au Sentier, redescendre ici et les vendre sur internet. Je dis oui, d'accord, mais ça se fait partout. Avec des personnalisations, avec un choix des fois plus important que ce que vous pourrez avoir en stock. Qu'est-ce que vous allez amener comme valeur ajoutée à vos visiteurs? Et là la personne me répond je ne sais pas. Dans ces cas-là, le projet malheureusement est voué à l'échec. Maintenant si on a un projet avec une vraie valeur ajoutée pour son visiteur, que ce soit du prix, que ce soit un service, un produit exclusif, on va pouvoir toucher ce petit créneau qui n'est pas peut-être, on va dire, convoité par des gros sites comme Amazon ou Cdiscount ou autre. On va pouvoir se démarquer grâce à cette valeur ajoutée. Là, il faut trouver laquelle... Oui, la fenêtre de tir. C'est ça. Allez, on déborde un petit peu, mais... je vais essayer de me concentrer quand même parce que sinon on va finir vraiment à 11h30 et on va tous manger ensemble si vous voulez. J'ai une question. Alors on verra les questions après si tu veux. Oui. Donc là du coup voilà, donc on a bien vu le plus important, donc c'est 86%, 47%. Donc on est quasiment équivalent entre l'utilisation smartphone, tablette et ordinateur portable et ordinateur fixe. Donc on voit vraiment que c'est cette recherche à la maison qui est à cibler aussi, au travail à la maison et en shopping. Voilà. Les maximums, alors ça c'est une étude qui a permis de voir le nombre d'écrans que l'on utilise pour justement une recherche toujours locale, c'est-à-dire vraiment ciblée sur une localisation. Et là on voit qu'en fin de compte il y a une grosse partie qui utilise qu'un seul appareil, que ce soit un appareil mobile, tablette ou ordinateur, et 36% en tout qui vont aller de 2 jusqu'à 4 appareils.
C'est-à-dire que là aussi maintenant, il faut prendre en compte le fait que la personne fait une première recherche peut-être chez lui sur son ordinateur, et quand il va aller en magasin, il va en plus comparer, pourquoi pas, le prix sur son appareil mobile. Voilà, tout ça est possible. Donc là, à prendre en compte également. Là aussi, on a une autre, ce que je disais tout à l'heure, donc notre étude par rapport à la première, le premier contact avec un produit. Par exemple, quelqu'un va acheter chez Amazon Gym tout à l'heure. Comment il va faire pour trouver son jean? Il va faire une première recherche. Alors on ne voit pas très bien, mais c'est sur un moteur de recherche. Voilà, à 36%. Donc on est vraiment sur, comme je vous disais tout à l'heure, le Google, le Bing, ça aurait été Google, je parlerai quasiment que de Google aujourd'hui. C'est la priorité, on va dire, c'est la plus utilisée. C'est-à-dire que la personne va faire une première recherche sur le moteur de recherche. 15%, et là on voit bien que ça descend déjà de moitié, on est sur une recherche sur un site spécifique. Par exemple, on cherche un lave-vaisselle, on va aller sur un site qui parle de lave-vaisselle. Et donc on va aller ensuite faire son acte d'achat en partant déjà de cette recherche sur un site vraiment thématique. Et ensuite, on est en troisième, donc la recherche depuis des avis de clients. Donc ça, c'est intéressant aussi à utiliser. On le verra tout à l'heure, c'est possible avec Google My Business, de récolter des avis. Et également, là, c'est directement dans des annuaires on va dire des annuaires locaux. Des annuaires de magasins ou de thématiques bien précises. Par exemple, électroménager, des annuaires que de magasins électroménagers. Donc on laissera le reste, puisque ça devient après de plus en plus long. Voilà, donc vous allez me dire, tout ça on en a parlé, j'ai dit souvent le même mot c'est Google. Voilà. Le point commun il est là, c'est que Google peut répondre à toutes ces problématiques. Parce que l'appareil, le mobile, le moteur de recherche, l'ordinateur, voilà, tout ça Google est présent à chaque fois. Je prends souvent l'exemple, vous avez peut-être déjà demandé à des personnes proches, tiens on va aller voir sur internet quelque chose, va sur internet, qu'est-ce que la personne fait en premier? Elle ouvre Google. Voilà. Parce que quand on ouvre son Firefox, son Chrome, la plupart du temps, il est automatiquement paramétré sur Google. Mais s'il ne l'est pas, la personne va chercher Google. Je suis persuadé, alors ça, il n'y a pas d'étude pour ça, que sur Bing, la chose qui est marquée le plus. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. On a commencé. Oui, on se en retard. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pas commencé sur les études stratégiques, donc c'est bien que vous arrivez juste à temps. Donc comme je vous disais, du coup j'ai perdu le fil. Sur Google, donc quand on est sur l'ouverture de navigateur, la plupart du temps, qu'est-ce que fait la personne? Même sur Bing, elle va taper Google. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je suis persuadé que le mot-clé le plus tapé dans Bing, c'est Google, au départ. Voilà. Donc comment être visible si Google est le point commun pour tout? C'est la présence sur les résultats de recherche de Google. Donc là, c'est une page du haut vers le bas qui vous présente le résultat d'une recherche. Là, j'ai tapé assurance auto Brive. On ne peut pas agrandir là. Si, alors vous allez voir, je vais l'agrandir après, juste après. Voilà, donc là, hop, on voit un petit peu mieux. Ouais. Voilà, donc j'ai tapé en haut assurance auto Brive. Et donc on retrouve en tout premier le référencement payant, qui est géré par AdWords. Google AdWords, encore un outil Google, qui lui cette fois-ci n'est pas gratuit. Donc là, on est vraiment sur une partie, alors qui a été modifiée d'ailleurs depuis la rentrée. On voit bien que maintenant, il y a 4 annonces en tout premier. Avant, c'était 3, et on en avait de 7 à 10, si je me souviens bien, sur le côté droit. Voilà. Désormais, le côté droit, on ne l'a plus. Voilà. Donc, je pense que c'est pour homogénéiser les résultats de recherche, que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur. C'est-à-dire que cette présentation, on l'avait déjà sur mobile. Mobile, on avait 2-3 annonces en haut, les résultats et les annonces en bas. Voilà. Donc là maintenant, sur le desktop, donc l'ordinateur de bureau ou portable, on a également cette vision avec les 4 annonces. Alors, on se rend compte aussi que plus ça va, et plus les résultats naturels sont de plus en plus bas. Voilà. On appelle ici la ligne de flottaison, voilà, la ligne de vue. Donc c'est-à-dire quand on arrive sur la première page pour les premiers résultats, qu'est-ce qu'on voit en premier? Les annonces AdWords. Donc là on va passer ces annonces AdWords, ça peut faire l'objet d'un autre Web & Breakfast, on en parle, on en a déjà parlé en début d'année. Voilà. C'est que là on voit comment gérer ses campagnes, créer des annonces et essayer d'avoir les plus intéressantes possibles. Voilà. On voit que là il y a vraiment des annonces différentes.
On voit par exemple ici, avec, je fais un petit focus très rapide, avec des liens annexes. Voilà, donc c'est que là, on voit que cette annonce, elle est première, mais en plus, elle est beaucoup plus visible que par exemple celle-là, où on n'a que 3 lignes. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des optimisations que nous, en tant que référenceurs, on sait faire, mais qui peuvent être aussi apprises et acquises pour vous aussi. Voilà. On a ensuite une partie locale. Donc vous voyez, j'ai tapé assurance auto Brive. Si j'avais tapé assurance auto et que mon navigateur était localisé, que j'étais connecté par exemple à un compte Google, ben, il m'aurait aussi vu à Brive. Donc il aurait pu en déduire et me mettre des annonces donc, locales. Donc là on a les annonces locales avec, là on en a 3, qui sont géolocalisées et qui sont présentées donc avec un lien vers le site web et les itinéraires. Voilà. Donc ça, il faut savoir que ben, ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est vraiment les résultats juste en dessous des annonces payantes. Les gens maintenant se méfient entre guillemets des annonces quand même parce qu'on se dit si ça a été payé, peut-être que c'est pas si pertinent que ça. Voilà, et on va plutôt voir de suite en dessous pour aller aux annonces naturelles. Et donc qu'est-ce qui se retrouve quand on cherche une localisation? On retrouve la carte. Donc ça, tout ça, vous pouvez l'optimiser avec l'outil dont on va parler, Google My Business. Et donc tout en dessous, pardon, oui, non, non. Après. Oui. Comment Google, le positionnement, il est fait comment? Positionnement, alors ça, ben, c'est à son bon vouloir. Voilà. On peut l'influencer. On peut l'influencer, bien sûr. C'est un petit S avec deux barres comme ça quand on le C'est ça, on est un aléatoire, mais on peut influencer. Donc, comment? Ben, en étant présent sur Google My Business, en ayant une visibilité, on va dire, une mise à jour récurrente, mettre des photos, voilà, voir aussi une popularité. On peut aussi acheter du Google AdWords qui sera présent sur le Google Maps, donc être plus, on va dire plus visible en achetant de l'AdWords, mais la priorité c'est le Google My Business. Et surtout alimenter ce Google My Business en photo, en visite virtuelle, mettre les horaires, pourquoi pas les horaires exceptionnels, on va voir tout à l'heure, vraiment voilà, alimenter tout ça. Parce que c'est quand même encore Google qui appuie sur le bouton. Je dis souvent quand on me demande des stratégies de référencement, ben, il faut bien dire que je ne peux rien garantir. Alors on sait qu'on va pouvoir normalement faire progresser le site, la plupart du temps c'est que de la progression. Mais encore une fois, c'est Google qui appuie sur le bouton. Et ça peut être du automatique, parce qu'ils ont leur AI qui va travailler, et leur algorithme qui va travailler tout seul, mais ça peut être aussi du manuel. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent mettre une pénalité sur un site internet manuellement. Suite à une démonstration, suite à une visibilité sur internet qui n'est pas classique, ou vraiment des règles qui n'ont pas été respectées, ça peut être ça. Voilà, donc pour revenir, on arrive donc au référencement naturel, qui est juste en dessous du référencement payant, de la carte de localisation quand il y en a une, et donc on a tout ça. Donc là, c'est pareil, le référencement naturel, c'est de la popularité, c'est des liens, c'est avoir du contenu pertinent, c'est d'avoir un site qui fonctionne. Voilà. Tout ça, c'est encore une fois une stratégie différente de ce que l'on va aborder aujourd'hui, mais que l'on aborde de temps en temps sur des web and breakfast voilà, précédents et à venir. Donc l'outil gratuit, ce fameux outil gratuit de Google qui est My Business. Voilà, donc là j'ai pris la page d'accueil mise en responsive, parce que même Google fait de responsive puisqu'elle met en avant, donc il faut le faire. Donc il faut utiliser cet outil gratuit dès que l'on a un établissement physique. Quand on a un site internet, on a obligatoirement une société rattachée et donc un siège social. On peut très bien aussi référencer le siège social en tant qu'établissement. Ça peut permettre de faire un lien vers son site internet également. Donc important, donc c'est pas uniquement réservé aux boutiques qui accueillent les clients, ça peut être aussi, par exemple, une esthéticienne à domicile, elle peut également se référencer son établissement. Il y a une possibilité, une petite fonction qui permet de dire que nos services sont directement faits au domicile du client. Voilà. Donc ça c'est important. Donc voilà, mais comment on l'utilise ce My Business? Donc tout simplement en allant sur le site Google My Business, on va aller mettre commencer et on va se connecter avec son compte Google. Voilà. Première priorité, c'est d'avoir un compte Google. Donc on peut utiliser son compte Gmail par exemple ou son compte Google Apps si on a un compte pro chez Google. Voilà. On a une adresse email Gmail mais avec un arrobase son nom de domaine. Ça c'est possible. Et une autre adresse mail aussi. Alors on peut créer un compte Google avec une autre adresse mail, tout à fait, c'est possible aussi.
Voilà. Même si j'ai tendance à dire il vaut mieux privilégier une adresse Gmail au nom de son établissement pour ne pas tout mélanger et si malheureusement notre adresse email ne fonctionne plus tard, qu'il peut y avoir une interférence et de ne plus pouvoir récupérer son compte Google My Business. Entre guillemets, il vaut mieux tout sectoriser et pourquoi pas avoir une adresse email qui va être uniquement utilisée pour les outils Google, que ce soit Google My Business, mais ça peut être aussi un Google Analytics pour suivre les statistiques de son site internet, ça peut être Google AdWords si on veut faire de l'AdWords. On peut utiliser cette adresse email uniquement pour les comptes Google. J'ai une question comme ça qui me vient. Les professions réglementées entre guillemets, oui. De mon côté, avec leurs ordres, n'ont pas trop le droit de communiquer ces expositions. Est-ce qu'ils ont des catégories qui leur correspondent? Oui, tout à fait. Ils ont le droit. Ils ont le droit parce qu'il faut bien se dire que ce n'est pas considéré comme de la publicité, c'est bien du référencement, on va dire, local, comme pour un annuaire. Voilà, on a le droit d'être sur un annuaire. Il n'y a pas de mise en avant de produits ou de services, il n'y a pas de promotion. Voilà. Et par exemple, de comptables, d'avocats, n'ont pas le droit de faire la promotion de leur activité, mais ils ont le droit d'être présents sur un annuaire. Donc ça, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faudra juste faire attention, on verra tout à l'heure aux ajouts de photos, de ne pas faire de promotion spécifique avec des choses qui seraient contraires à l'ordre et ce qu'on décidait. Donc là, une fois qu'on s'est connecté avec son compte Google, qu'on est arrivé donc pour la création de l'établissement, on va choisir donc les différents services que l'on veut. On a vu tout à l'heure, par exemple, je vous disais, si c'est une zone, par exemple, un esthéticien à domicile, elle peut pourquoi pas utiliser une zone des services. Comme ça, elle va dire, je travaille 50 km autour de Brive. Elle va pouvoir sélectionner et ne pas mettre en avant son établissement, parce qu'elle n'aura pas, entre guillemets, d'endroit pour recevoir la clientèle. Donc si nous on a un établissement, on va créer établissement, une zone desservie, il y a une marque, donc ça peut servir comme il dit, sur un produit, une équipe de sport, un groupe de musique, pas une association. Ça peut être utilisé avec la partie marque. Donc nous on va choisir établissement, on a le Google Maps qui arrive, alors, on ne voit pas très bien mais là ici donc c'est le nom de l'établissement, pays, région, adresse, numéro de téléphone. Donc là on va remplir tout simplement son adresse physique, qui va se retrouver après ici avec un petit point rouge. Voilà. Donc là, une fois que l'adresse est validée, on va devoir valider son adresse, parce que sinon tout le monde pourrait par exemple créer des établissements à tout va et se dire je vais être présent sur toute la France alors que l'établissement n'existe pas. Donc la validation se fait par courrier, c'est-à-dire que Google prépare un petit courrier. Dès que vous avez validé votre adresse, vous allez recevoir un courrier avec un code qui permettra de valider votre établissement. Il faut savoir que si votre établissement existe déjà, vous avez la possibilité de le revendiquer. Par exemple, ici, là, j'ai pris l'exemple d'un établissement qui n'est pas loin d'ici en plus et qui n'est pas revendiqué. C'est-à-dire que où ils n'ont pas utilisé cet outil pour mettre en avant leur établissement. On voit qu'il y a déjà, donc là ici je l'ai caché, mais il y a déjà un numéro de téléphone. Il faut savoir que quand on revendique un établissement ou quand vous le cherchez pour l'ajouter, qu'il y a déjà un numéro de téléphone, c'est parce que Google en fait utilise les bases de données de tous les autres sites de référencement on va dire de sociétés ou d'entreprises. Et comme ici, pour la pépinière, voilà, mais la pépinière a un établissement et un compte My Business par rapport à l'association de gestion. Comme c'est une association de gestion de la pépinière, donc c'est un établissement. Et donc moi par exemple j'ai créé en tant qu'Easy un autre établissement avec le bureau, et en disant je suis installé au 10 rue Armand-Souris. Il y a tout à fait possibilité sur un même établissement d'avoir plusieurs sociétés. Voilà, ils aient créé leur truc. Non, pas obligatoirement. Non, c'est vraiment deux entreprises différentes qui ont la même adresse, mais qui sont bien deux entreprises différentes. On prend par exemple, j'ai travaillé pour un magasin qui est dans la galerie commerciale de Carrefour. Vous avez Carrefour donc, qui peut être représenté en tant qu'établissement, plus tous les commerces à l'intérieur qui sont d'autres établissements. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, pour revenir, je reviens quand même sur cette partie numéro de téléphone. Si vous êtes présent par exemple sur société.com, sur Mappy, sur Page Jaune, et que vous avez votre numéro de téléphone renseigné avec l'adresse que vous aurez renseigné ici aussi, Google va pouvoir vous faire valider votre établissement par téléphone. C'est-à-dire que directement, à la place de recevoir un courrier, alors ça se fait de moins en moins malheureusement, avant c'était tout le temps, on pouvait même ajouter son numéro de téléphone pour valider, bon il y a dû y avoir des abus,
Mais maintenant, on peut carrément, c'est-à-dire qu'on valide, il nous appelle et il vous donne le code par téléphone, vous le rentrez aussitôt et votre établissement est aussitôt validé. Il faut savoir que le courrier va très vite, c'est entre 3 et 4 jours maximum, au plus tard une semaine, mais ça va très vite. Voilà. Pour mon cas, l'établissement était déjà créé. Je ne savais pas qu'il y avait l'établissement desservi dans ces soit l'un soit l'autre. Il y avait déjà un compte finalement, parce que il y avait une partie qui était déjà créée. Donc moi j'ai tapé dessus qui était mon établissement. Moi j'avais pas de compte Google et en fait j'ai pu créer un compte, me connecter et récupérer. Donc à la limite je me dis j'aurais pu faire ça sur n'importe quelle autre entreprise. Et récupérer finalement, faire une usurpation d'identité. Du coup, tu as quand même reçu un code à l'établissement. Oui, mais sur le mail que j'avais rentré. Ah, le code a été directement sur le mail. Il n'y a pas eu de code reçu validé. Par courrier, non. Même pas par téléphone. Non. Peut-être aussi, j'ai peut-être mis un numéro de téléphone, mais à la limite. Il devait déjà être rentré logiquement, parce qu'il n'autorise plus maintenant de rentrer le numéro de téléphone. Normalement, il devait déjà être rentré le numéro, il devait déjà être associé à l'établissement. Mais c'est un numéro de fixe, donc j'ai rien reçu sur le fixe. Et c'est pas sur le fixe qu'ils ont appelé pour le numéro? Ah mais non. Le code? Alors ça c'est bizarre parce que logiquement il y a quand même une validation obligatoire après l'inscription, même si on revendique. C'est-à-dire si on revendique l'établissement, on doit quand même recevoir un code ou alors un appel par téléphone, logiquement. Donc là, il y a eu un raté. Ça, je viens de me dire, au final, j'aurais pu faire ça. Et à l'inverse, quelqu'un mettre est-ce que c'est votre établissement? Oui, c'est bien mon établissement. Et recréer un compte à côté, recevoir les demandes d'activation sur la boîte mail. Et hop. Là, c'est quand même pas normal. Oui, parce qu'effectivement, sinon, il y a possibilité. Et c'est là où c'est que, même si je fais revendiquer cet établissement ici, mais je vais avoir obligatoirement à un moment donné un passage obligé par une validation. Donc là, ce sera une validation par numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone est rentré. Donc du coup, logiquement, c'est souvent un numéro de fixe qui a déjà été, entre guillemets, vérifié par Google, c'est-à-dire que ce numéro, il n'est pas présent par Google, sur Google par hasard, il est présent sur Google parce qu'il est présent aussi sur peut-être Mappy, page jaune, et qu'il a lié toutes les données, et il sait que le numéro de téléphone est le vrai numéro de téléphone de l'établissement. Du coup, il va appeler son numéro en sachant que si on reçoit le code, c'est bien que c'est notre établissement. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, il y a peut-être eu un raté. Oui, parce que là, c'est effectivement, sinon tout le monde pourrait reprendre l'établissement de tout le monde, donc c'est pas le but qui n'est pas là. Donc oui, non, là, il faut logiquement, il y a toujours l'étape de validation. Je vous dis, maintenant c'est encore plus compliqué parce qu'avant on pouvait le faire presque quasiment tout le temps par téléphone. Maintenant, désormais, si le numéro de téléphone n'est pas trouvé sur notre site et relié à une base de données, on ne peut pas appeler. On est obligé de le faire par courrier. Donc là, à vérifier peut-être pour voir propos. Bon, maintenant, si tu vas récupérer et qu'il revient à toi, il n'y a pas de problématique. Mais c'est sûrement déjà arrivé. Moi, à ma connaissance, pas ici, mais en tout cas pas avec mes clients de connaissance, mais ça peut arriver que quelqu'un revendique votre établissement alors que c'est pas. Alors, j'ai pas abordé le sujet aussi, ça peut être aussi un rachat ou une modification de propriétaire. On peut aussi donner l'établissement en faisant un transfert de propriété directement, donc d'un compte à un autre. Si par exemple vous rachetez un magasin ou vous vendez votre magasin, vous pouvez transférer la page établissement. Voilà. Ce qui est logique, puisqu'après vous devez être présent quand même et pouvoir mettre de nouveaux horaires, de nouveaux contenus. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, si on veut revendiquer après l'établissement, il faut confirmer que c'est bien son établissement. Donc là, si on ne le fait pas, normalement c'est pas validé. Voilà. Et on attend ensuite le petit code par Google, on reçoit par courrier très rapidement, et on va aller rentrer donc sur le valider l'établissement. Donc là, quand on est par exemple sur notre compte Google My Business, on va pouvoir aller directement soit dans le blog valider maintenant, soit directement en haut de notre établissement, directement le petit bouton pour valider. Donc là, on rentre le code et aussitôt après, la page va être diffusée. Voilà. Il faut savoir qu'avant, l'établissement n'est pas diffusé, la page n'est pas publiée. Ça, il faut bien suivre la procédure. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Ce que je conseille, c'est si l'établissement n'est pas déjà créé,
c'est de créer la page, de demander la confirmation, mais de rien modifier en attendant, de rien modifier à l'intérieur de la page. Parce que si vous modifiez ne serait-ce qu'un bout de l'adresse ou le nom, il va falloir refaire une validation avec un autre code. C'est-à-dire que vous créez l'établissement, vous demandez un code de validation, le code de validation est déjà parti par la poste. Par contre, si vous modifiez entre-temps quelque chose, il va falloir refaire une autre validation avec un autre code. Donc du coup, ça rallonge encore. Ce que je conseille, c'est des étapes, c'est créer l'établissement, demander la validation, et qu'une fois la validation faite, vous pouvez modifier l'intérieur des données. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais après, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on a créé ce Google My Business? Donc là, on va avoir un récapitulatif quand on se connecte, et on va voir. Donc, je suis désolé, on ne voit pas très bien les liens. Vous préférez la lumière allumée ou Donc oui, c'est le nom qui ne ressort pas assez. Donc là, on a ici un établissement publié, donc que l'on va pouvoir modifier. Donc là, on va bien voir son établissement. On va pouvoir faire gérer l'établissement. Donc là, je n'avais pas fait valider, c'était pour le test. Voilà. Et donc là, on va se retrouver donc, avec une présentation. Alors là, c'est pas ce que voient les visiteurs, c'est vraiment votre console d'administration. Et sur votre console d'administration, vous allez voir que, alors déjà, vous avez votre profil renseigné à 35%. Donc ça, c'est pas bon. Il faut essayer d'être à le mieux 100%, ce serait top. Et on va pouvoir, depuis cette interface, ajouter toutes les informations nécessaires et importantes pour votre fiche. Là, ça commence par le numéro de téléphone, le site web, les horaires d'ouverture, rajouter des photos et pourquoi pas une visite virtuelle. Donc là, on va pouvoir en premier changer les photos. Donc important, photo de profil, logo et photo de couverture. Donc la photo de profil, c'est ce qui va être visible sur par exemple Google+, ou si vous faites des avis, ou si vous mettez des messages. Voilà, c'est tout un peu comme le profil de Facebook. Vous avez votre logo, vous allez ajouter votre logo de l'entreprise ou de l'établissement. La photo de couverture, c'est la plupart du temps celle qui va apparaître dans les moteurs de recherche et qui va apparaître sur le côté. Donc vraiment avec la photo que l'on voit en premier au-dessus du titre de votre établissement, du nom. Ça, c'est une des photos les plus importantes. Donc bien remplir ces trois informations. Vous allez pouvoir aussi ajouter des secteurs de votre établissement ou magasin, ou même des photos extérieures, des photos en fait de produits, des photos, alors qu'est-ce que j'ai marqué, des photos d'équipe, voilà, et après toutes les photos supplémentaires que l'on peut mettre, voilà, des rayonnages, tout ce que vous voulez. Plus vous en mettez, et plus vous allez augmenter l'intérêt des visiteurs. On va le voir tout à l'heure. Plus il y a de photos, et plus en fait, moi je le vois sur mes propres clients, on voit bien que la courbe de visite et de nombre de pages vues augmente dès qu'on met plus de photos. Parce que ça intéresse. Je pense quelle que soit l'activité. Le nom des photos est important par rapport au référencement? Le nom des photos, alors oui, ça peut être très important par exemple sur son site internet, un petit peu moins sur My Business. Par contre, ça peut aussi aider à être référencé dans Google Images. Il faut savoir que maintenant Google est capable de voir et d'analyser l'intérieur d'une photo. Donc il est capable de le mettre dans le contexte. Voilà, vous jouez dans le parc avec votre animal de compagnie, il est capable de voir que vous jouez dans un parc, où vous êtes en train de faire du rugby, il est capable de voir un groupe de personnes, même de dire il y a 4 personnes qui jouent au rugby. Si vous tapez 4 personnes jouent au rugby, vous risquez de voir la photo. Si en plus, dans le nom de votre photo, personne qui joue au rugby.jpg, et là oui, vous allez améliorer encore le référencement. Tout à fait. Ça fait partie en tout cas des points à gagner dans son référencement naturel. Sur My Business, c'est pas le plus important parce que My Business, en fait, on ne peut pas considérer cela comme un site internet, c'est vraiment comme une vitrine sur Google, une première présence sur Google. Ça y compte quand même, hein. Je ne dis pas que ça compte pas, mais c'est pas le plus important. Voilà. Ça par contre, c'est plutôt à garder en tête pour votre site internet. Voilà, donc vous pouvez rajouter le plus de photos possible, parce que ça va amener des visites. Voilà, par exemple là, c'est des fiches, donc c'est tout ce qui est les recherches, on va pouvoir retrouver ces statistiques, on va pouvoir voir le nombre de visites qu'il y a eu, le nombre d'interactions par rapport à Maps, parce que quand ils sont sur Maps, ils vont peut-être avoir cherché les itinéraires. Voilà, tout ça, on va pouvoir le quantifier, on va pouvoir l'analyser.
Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit ici par exemple pour un client, le jour où c'est qu'on a rajouté des photos, qu'on a repris en main en fait le Google My Business et l'ajout d'une visite virtuelle aussi, on voit que ça a bien fait progresser là vraiment la consultation, surtout des photos. C'est-à-dire que là, après, la personne, quand elle voit, on le voit en fait quand on est sur le côté, vous avez la photo de profil la plupart du temps, avec une photo intérieure-extérieure si vous avez la visite virtuelle, et le nombre de photos qu'il y a. Donc la personne, quand elle voit qu'il y a 2 photos, elle aura moins tendance à cliquer et d'aller voir une photo. Par contre, s'il y a 55 photos, elle aura tendance à aller voir et surtout à rester. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien mignon qu'il regarde des photos, mais après, derrière, vous marquez plus l'esprit. C'est-à-dire qu'un petit peu, pour vous différencier, si la personne voit vos photos, qu'elle est intéressée par votre produit, votre magasin, elle aura tendance à plus avoir envie de vous appeler, à avoir vraiment une action de contact. Ça aide. Donc là, on voit bien quand même l'interaction. Voilà, donc ça, important, les statistiques, c'est vraiment très très important. Parce que ça vous permet aussi de quantifier les résultats, ce que vous avez fait dans My Business. Voilà, parce que c'est quand même un petit peu de temps. Alors là, vous avez pris le temps d'assister à une réunion d'information, mais il faut aussi créer la page, il faut alimenter, donc ça demande du temps. Donc il faut derrière avoir un minimum de retour sur investissement. Et ça vous permet de le quantifier. Voilà. Une campagne publicitaire de flyers, vous allez distribuer 10 000 flyers, vous n'êtes pas sûr du résultat. Parce que sinon, il faudrait à chaque fois que quelqu'un rentre dans votre magasin, vous venez parce que vous avez vu la pub, voilà. Là, ici, Google vous donne un outil qui vous permet vraiment de connaître toutes les statistiques de votre page My Business. Donc c'est important. Et surtout de quantifier on va dire les actions, les call to action. La visite du site, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur le site présent dans sa page. Une demande d'itinéraire, donc ça veut dire que vous avez eu des personnes qui sont venues dans votre boutique parce qu'ils ont trouvé votre fiche sur Google. Un appel, voilà, ils sont capables de quantifier aussi le nombre d'appels. Un clic, on va dire, sur le numéro de téléphone, surtout sur le mobile. Voilà, il ne faut pas oublier que maintenant sur le mobile, c'est 53% des personnes. Donc là, hop, on appelle directement. Donc ça, très important. Mettre pourquoi pas les 2 numéros, ou 3 numéros, plus de numéros possible que vous avez. Un risque de ne pas perdre le client s'il vous appelle sur un fixe et que vous n'êtes pas disponible et qu'il peut appeler sur le portable. Voilà, donc consultation des photos, je vous l'ai mis à part pour justement qu'on voit bien l'évolution. Donc ça, voilà, bien utiliser les statistiques parce que ça fait partie de l'outil, ça fait partie des qualités de l'outil. Donc on va ensuite aussi gérer les avis. Les avis, c'est sur Google My Business, que vous soyez un magasin, textile, ou un magasin électroménager, ou un restaurant ou un hôtel, vous avez le droit de laisser des avis. Voilà. C'est pas comme le TripAdvisor où ça va plutôt être destiné aux hôtels-restaurants. Là, tout le monde peut laisser un avis sur tous les établissements. Donc là, on va pouvoir visionner donc, ces avis et y répondre également, si besoin. Donc ça, c'est la page d'Easy. Vous voyez, on a 5 partout. Je vous invite à y aller d'ailleurs, Google My Business Easy, et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je pourrais faire aussi de même. Voilà, donc ça permet d'avoir une visibilité sur nos avis, de se remettre aussi des fois en question, si besoin, et surtout d'y répondre. Par exemple, ça peut servir, j'ai des clients qui sont dans la restauration, dans les restaurants, et il faut savoir que avant, on avait une personne déçue, il en parlait, alors on disait, je crois, entre 5 et 6 personnes. Maintenant, une personne sur Internet déçue, il va sur Internet, il en parle à 6 000. C'est vraiment très très important de, on va dire, crever l'abcès s'il y a un problème, parce que ça peut arriver, malheureusement, voilà, je peux avoir un jour un client mécontent qui va se plaindre parce que j'ai pas tenu les délais, le site ne fonctionne pas comme il aurait voulu, ou le budget était trop élevé. Voilà, il faut que je puisse aussi montrer à tout le monde qu'on est capable de prendre la critique, de la comprendre et d'y répondre. Voilà. Donc, par exemple, pour les restaurants, s'il y a quelqu'un qui s'est plaint d'un plat, il faut pouvoir y répondre. Voilà, il a peut-être trouvé raté, ou la cuisson n'était pas correcte, donc c'est une erreur effectivement humaine, et revenez, on fera tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Voilà, de vraiment essayer de contrebalancer le problème. On le voit maintenant sur Internet de plus en plus, Facebook, Twitter, il y a de plus en plus de grandes marques et même de petites qui se mettent à faire du SAV sur Twitter, sur Facebook, parce qu'ils ont compris l'intérêt de court-circuiter un problème quand il y en a un. C'est obligatoire, il y a obligatoirement des problèmes. Malheureusement, il y a toujours une personne qui n'est pas satisfaite. Donc il faut vraiment court-circuiter. Google, contrairement à d'autres sites d'avis, vous le permet. Vous pouvez y répondre. Et surtout,
Mais quand on est sur une recherche Google, donc entre guillemets la première visibilité de votre site, ben, qu'est-ce qu'il voit sur la fiche My Business? Il va voir l'avis, la note. Donc là, plus vous allez y répondre, la personne va cliquer. Si elle voit 50 avis et que dedans il n'y a qu'un ou deux négatifs et qu'en plus vous y répondez, il y aura plus, on va dire, de réassurance de la personne. Donc vous risquez de ne pas la perdre. Quel champ d'action vous avez? Modération? La modération, il n'y en a pas, par contre, il y a une réponse, uniquement. Il n'y a que si des fois vous pouvez signaler le commentaire, si des fois il est haineux, raciste, s'il ne correspond pas du tout à votre établissement, voilà, s'il y a des... voilà, s'il y a une erreur... C'est un concurrent alors, mais le concurrent, on ne peut pas le voir, c'est ça le problème. Le concurrent va être malin. Le concurrent va juste dire, je prends l'exemple du restaurant, il va juste dire, oui, le chef est horrible, le service, vous êtes servi 52 heures après, et les plats arrivent froids. Là, vous n'allez pas pouvoir signaler à Google que c'est pas vrai et que c'est pas comme ça. Par contre, vous allez pouvoir y répondre. Vous allez dire oui, est-ce que vous êtes venu quel jour? Voilà, on va pouvoir essayer de trouver le problème. Et un autre avantage de Google, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, on a des vrais profils. On a la plupart du temps le profil Google+. Donc, on peut, entre guillemets, aller voir aussi qui c'est qui est derrière le profil, logiquement. Et on voit tous les avis du même établissement. Non, on ne voit pas les avis, non. Les avis, logiquement, non. Sur le profil Google+, on peut voir si des fois il a mis des photos d'un établissement, s'il a mis, par exemple, il peut avoir mis un commentaire sur la page Google+, de l'établissement, mais on ne va pas voir tous les avis réunis. La vision le permet, je crois, mais pas Google+. Donc les avis, on n'a pas le choix de les accepter ou de ne pas les accepter. Par contre, est-ce qu'on est informé ou pas quand il y a un avis qui est déposé? Tout à fait, tout à fait. On reçoit un email de Google. Si on a mis donc son email correct et que les paramètres sont en réception des emails, vous allez recevoir donc telle personne vous vient de vous laisser un avis. Et vous allez avoir on va dire le résumé de l'avis avec la note. Ça, même les statistiques aussi. En du temps, c'est une fois par semaine, voire une fois par mois, ils vous envoient une statistique de vue voilà, automatiquement sur votre mail. Donc ça, c'est vrai de le prendre en compte et y répondre, surtout voilà, prendre connaissance des avis et essayer aussi d'engager aussi vos clients. Pourquoi pas, comme je vous ai fait tout à l'heure, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir sur voilà, quand vous avez des clients qui viennent, vous avez été satisfait, n'hésitez pas à le dire sur Google My Business. Voilà. Ça, c'est important. Donc voilà pour ça, pour les avis. Et on peut aller encore plus loin. Il y a maintenant donc, la fonction ajouter une visite virtuelle qui permet de faire visiter depuis donc, le Google My Business, c'est-à-dire que la personne a cherché un produit ou un service. Elle vous voit sur le côté. Donc elle vous sélectionne, elle voit des photos, mais elle peut en plus faire une visite de votre magasin. Donc pour encore plus réassurer l'internaute et d'essayer de le ramener dans votre magasin ou dans votre établissement, on va faire une visite virtuelle. Et là, en fait, la personne va pouvoir se balader comme s'il était sur Street View. Si vous utilisez Street View ou Google Maps, vous pouvez vous balader dans la rue. Voilà, c'était des voitures qui passaient avec une caméra 360 et qui filmaient les rues. Là, maintenant, nous, on fait la même chose. Je dis nous parce que on est agréé maintenant, nous, ici, en tant que photographe, agence agréée Google Street View Trusted, certifiée. Et on peut, on se déplace avec une caméra 360 à l'intérieur de l'établissement et ça va permettre donc à la personne de se balader également. Et elle va pouvoir voir si c'est un restaurant où les places peut-être les plus intéressantes, voir si l'accueil lui convient, si l'ambiance lui convient. L'hôtel maintenant est de plus en plus utilisé aussi parce que ça permet de voir les chambres, de voir les accueils, voilà, tout ça. Et donc c'est positif. Et attention, si on a un établissement qui est peut-être plus moderne et plus au bout du jour, ça peut être aussi négatif. Si je suis particulier, que je clique sur ça en fait. Alors, si on clique sur ça, justement, je le fais. Donc ça amène sur une page qui vous propose d'attirer donc des clients en mettant une visite virtuelle et il va vous faire demander une visite virtuelle donc auprès des photographes agréés. Donc là ici on a toute une liste. Vous directement vous pouvez le faire, donc voir la liste. Et si on fait Briva Gaillard, voilà, je fais un petit peu d'auto-satisfaction. Donc Briva Gaillard, on a bien une visite 360, donc qui est le service d'Easy pour les visites virtuelles. Et donc là, on peut directement prendre en contact avec un photographe. Voilà.
Alors il y a possibilité de le faire soi-même aussi. Si par exemple on a les outils qu'il faut, c'est-à-dire la petite caméra 360 ou, alors maintenant ça devient de plus en plus populaire, c'est les fonctions téléphoniques, c'est-à-dire que maintenant Google vous permet, avec Google Street View, l'application, de faire des photos. Mais dans ces cas-là, il faut que vous vous mettiez au centre de votre pièce, et puis une photo, Ça reste statique. photo, voilà, non, c'est-à-dire que tu prends photo par photo, Et ensuite, voilà, comme ça, dans tous les sens, et après il va lier automatiquement la photo. Bon, je vous cache pas, et c'est pas du tout pour mettre en avant les services d'un pro, mais il vaut beaucoup moins bien parce que vous avez à chaque liaison, il suffit que quand vous faites ça, vous bougé un petit peu, voilà, et il y a toujours des défauts de luminosité, donc c'est problématique. Maintenant, il y a des outils comme de la Samsung Gear, c'est la petite boule de Samsung qui permet, elle, de prendre la 360. Vous avez des Ricoh TTS qui sont aussi des appareils maintenant qui commencent à être accessibles. À partir de 400-500 €, on peut avoir quelque chose de convenable et de faire sa propre visite. Maintenant, nous, par exemple, actuellement, on fait des visites virtuelles à partir de 175 € pour un établissement. Je pense qu'il vaut mieux voilà, donner les clés entre guillemets à un vrai photographe, une vraie agence qui va vous faire ça correctement et qui en plus va vous optimiser votre My Business. Mais c'est vrai que c'est un service, on va dire, qui est intéressant pour faire remonter son My Business. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les photos, ça aide, mais la visite virtuelle, ça aide encore plus. C'est-à-dire que Google est toujours, reste dans son écosystème et ce qu'il aime, c'est qu'on utilise ses outils. Il aime quand on utilise YouTube, il aime quand on utilise Gmail, voilà, tout ça, il aime quand on utilise son moteur de recherche parce que ça lui permet, lui, derrière, de vendre des services payants avec ces outils gratuits. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Voilà, par exemple, on a fait le salon Laurent Coiffure, salon de coiffure à Terrasson. Et quand on tape salon de coiffure à Terrasson, voilà, on va arriver. Alors là, on est sur le Maps, c'est-à-dire qu'on a déjà cliqué sur Laurent Coiffure et on a directement l'intérieur. On va pouvoir aller sélectionner les visites virtuelles et on va se retrouver donc avec la visite virtuelle directement avec les petits flèches pour naviguer à l'intérieur. Ça, donc on peut aussi l'utiliser pour son site internet. Donc là ici pour Novapol, on l'a fait et donc on peut intégrer la visite virtuelle à l'intérieur de son site. Pour que la personne puisse, là, par exemple, c'était pour voir les bureaux de Novapol. Donc là c'est un petit plus, c'est intéressant. Pour mettre en avant voilà, votre établissement, alors c'est plutôt réservé aux magasins. Et aux magasins qui vont pas avoir des collections qui changent par saison, parce que ça veut dire que la visite virtuelle doit être mise à chaque fois à jour. Alors oui, logiquement, oui c'est... hop là, pardon, excusez-moi. Oui, voilà, c'est un des problèmes, c'est si des fois vous avez une boutique, par exemple de vêtements, et que ça change tout le temps, il faudrait normalement mettre les saisons au fur et à mesure. Bon, après, il n'y a pas d'obligation, dans le sens où c'est que, voilà, dans le sens où c'est vraiment juste pour, on va dire, avoir l'ambiance du magasin. Donc pourquoi pas sélectionner, voilà, j'ai par exemple fait pour des accessoires de mode, c'est plus intéressant quand on est une période déjà où c'est qu'il fait beau dehors, où c'est qu'on est, voilà, on va essayer de trouver la période la plus intéressante, là où la collection est peut-être la plus colorée. On va aller jouer là-dessus. Et on va garder cette vie virtuelle, on peut la garder 1 an, 2 ans, 3 ans si on souhaite. Mais effectivement, si on redécore l'intérieur, si on fait des saisonnalités, si c'est saisonnier, voilà, on va être obligé, bien sûr, de, pourquoi pas, refaire des visites virtuelles. Bon, après, ça peut être 1 ou 2 fois, on va dire, par an, ou 1 fois par an. Ça reste quand même un coût modéré, 175, 300 € au maximum si on a un grand établissement. Je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser comme communication. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une partie, de Google My Business. Et là où il faut bien garder, c'est à l'esprit, c'est Google My Business, c'est aussi des photos. Donc là, on va pouvoir intégrer des photos au fur et à mesure des changements. On va pouvoir mettre des photos de produits. Google My Business reste quand même un outil universel. C'est pas uniquement pour la vie virtuelle, c'est vraiment un plus. Donc c'est vrai qu'après il faudra voir selon l'établissement et selon sa stratégie. Donc voilà pour tout ça. Pour résumer, alors j'ai pas fait de liste de résumé, mais la première chose, créer son compte, ajouter donc les photos et surtout utiliser donc les statistiques, toutes les zones avis, voilà, ça très très important. Donc là maintenant, avec tout ça, j'espère que dès que vous allez rentrer, vous allez créer votre Google My Business si ce n'est pas déjà fait, ou du moins le modifier et l'alimenter, parce que vous avez bien compris que c'était quand même un outil indispensable. Voilà. Il est mis à disposition gratuitement. Il faut l'utiliser parce que c'est important. Voilà. C'est vraiment votre visibilité et votre première
votre premier passage Google, première présence Google. On pourrait aller plus loin avec par exemple Google+. Pourquoi pas, si vous avez un petit peu de temps, au-delà de Facebook, de mettre des informations dans Google+. Parce que tout ça, ça va être repris aussi par Google, toutes les informations Google+. Même si plus ça va et moins, enfin ça n'a jamais décollé, en fait, Google+ n'a jamais décollé comme aurait décollé par exemple Facebook ou actuellement Snapchat ou autre chose. Voilà, c'est vraiment un réseau social qui est resté très spécifique au métier du numérique. Il y a encore des webmasters, des référenceurs qui se retrouvent dessus, mais c'est voilà, c'est beaucoup moins utilisé que Facebook ou autre. Mais ça peut être intéressant de communiquer dessus quand même. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions-réponses, des questions, pardon. C'est moi qui vais donner les réponses, je vais essayer. Des questions.